Vous y êtes, c'est Canal Presse qui démarre. Installez-vous confortablement comme tous les dimanches. Voici le sommaire développé et détaillé par Ghislain Pierre Essonneau. Il fut un temps où elle était députée. Elle est aujourd'hui membre de la Chambre haute du Parlement. J'ai nommé le Sénat. C'est elle qui attirait encore l'attention des journalistes hier, qu'elle considère comme chien de garde de la paix et de l'unité sur la dégradation des débats publics, allusion faite au relan de tribalisme que certains animent. On n'en fera pas cas ce jour. Par contre, disons un mot relatif au président de la République Paul Biya, qui a encore frappé fort par un décret révisant le règlement intérieur du Sénat en octobre 2016. Dans ce texte, en son article 22, tu ne peux pas être sénateur et occuper d'autres fonctions comme membre du gouvernement, président du conseil d'administration, délégué du gouvernement ou membre du conseil économique et social. Comme Paul Biya a tiré dans son propre camp, il a bien visé Chief Moukete, jusqu'ici PCA de Camtel. Il a visé Charles Salé, PCA de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussou à Yaoundé. Il a même visé Aboubakari Abdoulaye, PCA de la Maïture. Encore qu'il est doublement concerné, puisqu'il est un très grand chef comme d'autres sénateurs. Je rappelle qu'un chef traditionnel au Cameroun perçoit désormais, selon le texte, un salaire. En faveur de ce ménage envisagé, le désormais Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il faut désormais compter avec lui. Ils sont encore aux arrêts, eux, les manifestants de la fois dernière, quand ils allaient revendiquer leur pactole à Milda. Milda, voilà un qui a focalisé l'attention sous fond de scandale. L'argent n'aime pas le bruit, mais il y en a tellement eu que les souris sont sorties. Pourtant, au commencement, il s'agissait de placements financiers pas comme les autres. Vous veniez souscrire à hauteur de 12 000 francs CFA plus 3 000 de frais de dossier pour une formation, dit-on, qui a trait à la citoyenneté. Une semaine après, vous gagnez alors 70 000 francs CFA. Les connaisseurs de cette affaire disent que deux options s'offraient, en individuel et en association. Voici ce qui se produira par la suite. Une association de 100 membres, par exemple, payait 12 fois 100 000 pour gagner 70 fois 100 000 à la fin d'une semaine. Largement suffisant pour que les gens d'ici n'aillent plus chercher ailleurs leur bonheur. Et cela a duré jusqu'à la 6e session, jusqu'à ce que le prophète du Foundi demande de voir clair. À raison, raconte une victime, puisque 3 milliards de francs CFA ont été rattrapés sur les 12 versés par les amoureux de l'argent, l'essentiel étant des femmes, où la quantité des larmes plus dense que d'habitude. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Essonneau. Bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. On accueille à présent nos invités. Faustin Dika, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à tous nos copanélistes. Bonjour à des millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Un oxygène pour nos hommes d'affaires avec le paiement de la dette intérieure qui a débuté, mais côté des hommes de médias, la presse, on attend toujours d'être payé. Oui, c'est sûr que lorsque quelque chose est bien, il faut avoir le courage aussi de le dire. Depuis l'arrivée du ministre Motazé au ministère des Finances, je crois que ça fait 55 jours aujourd'hui qu'il est là, on a vu qu'il y a des réels changements. Le paiement de la dette intérieure, il a octroyé pour cela 30 milliards. Et depuis quelques semaines, des responsables des PME et autres passent à la caisse normalement. Il se trouve que les dossiers des directeurs de publication et les autres patrons des médias, d'autres médias, sont encore en souffrance dans les services du payeur général. Et vous savez bien que nos entreprises de presse ne peuvent vivre que de ce genre de choses. Nous n'avons pas d'autres ressources ailleurs que sur les communiqués et les ventes des journaux, ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'on demande à certains de nos collègues là-bas de venir compléter leur dossier pour ce qui est des paiements qui viennent du ministère de l'économie.
parce qu'il faut aussi respecter la loi, il faut respecter la nouvelle loi des finances, où on doit vous demander un certain nombre de documents qui vont de l'ARMP aux impôts, ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas être des dénonciateurs au quotidien sans être aussi en règle avec la loi. Je demande ici, sur ce plateau, à tous les directeurs de publication et autres patrons des médias qui ont des dossiers en souffrance là-bas, d'aller très rapidement compléter leurs dossiers fiscaux pour qu'ils soient payés. Merci Faustin Ndikam. Bonjour et bienvenue à vous. On dit d'abord bonjour. Sa Majesté Célestin Mbiziki. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Non, je voulais parler dans la suite du docteur Ndikam. De Faustin Ndikam. Oui, pour dire que la dette intérieure, j'espère bien, avec tous les éloges que vous adressez au président, au ministre Motazé, qui est quelqu'un de tout à fait sympathique, j'espère bien qu'on y inclut également la dette due aux travailleurs des sociétés d'État liquidées. Beaucoup d'entre eux sont en souffrance depuis une vingtaine d'années. Beaucoup meurent sans avoir perçu leurs droits. Le prédécesseur du ministre Moutazé a fait preuve d'un cynisme tout à fait inacceptable. Et je dis, dans ce panier-là, je l'ai parcouru, il faudrait que soit inscrit cette dimension sociale. Et ça me fait plaisir, mais je ne l'ai pas. J'ai quelques individus dont j'ai connaissance qui me parlaient d'avoir été convoqués par ce ministère. D'accord, merci pour cette précision. Alors pour cette précision, vraiment, je ne peux que bien, non, je dis, si tel est le cas, nous pouvons que nous en féliciter parce que lorsque nous voyons à quel rythme ces gens sont en train de partir, alors qu'ils auraient peut-être survécu une ou deux années de plus, on trouve cela tout à fait pénible. Alors si c'est prévu, tant mieux. Ok, merci, puisque vous avez la parole, vous la gardez surtout pour parler du travailleur, parce que vous avez évoqué une frange de ces travailleurs qui sont déjà en retraite dans la société en liquidation des États, des sociétés publiques. On parle de la fête du travail qui est annoncée. Pour vous, sous quel auspice cette fête de travail? Il faut dire que la question du travail au Cameroun devrait être le sujet central, parce que ça doit être la question essentielle qui doit animer le débat ou la conversation politique chez nous. Nous sommes comme dans un pays où, si on fait parler les chiffres, où le taux de chômage, pour certains, ressort à peu près à 35-40%. Le taux de sous-emploi ressort à peu près à 80-85%. Sans vouloir noircir le tableau, il s'agit là d'indications vraiment inquiétantes. On peut les corriger à la hausse ou à la baisse de 5 ou 10 points, mais c'est tout de même des seuils tout à fait critiques. Alors une fête comme celle que nous préparons pour demain devrait être le moment de réfléchir sur les solutions qu'il faut apporter à cette question terrible. Parce que vous vivez au quartier, enfin, dans nos villages ou dans la société, vous observez les conditions dans lesquelles se retrouvent ces jeunes qui ont fini leur éducation et qui cherchent au travail pendant des années, ces parents qui ont tout investi sur leurs enfants et donc qui n'arrivent pas à prendre le relais, c'est de véritables drames. Et la fête du travail devrait être au-delà de l'aspect folklorique, et le repas après le défilé du 20 mai devait être une occasion où des véritables solutions sont proposées. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement apporte des solutions adéquates aux problèmes du travailleur? Je crois que si des solutions sont apportées, il faudrait qu'elles soient approfondies. Je prends un point. C'est la question de la sécurité sociale, la couverture universelle, la couverture sociale universelle, qui est un point essentiel, parce qu'on continue encore à mourir dans notre pays, parce qu'on a un palu, on n'a pas l'argent pour payer les 4 ou 5 perfusions, et puis la vie glisse et s'en va. Or, j'ai vu les efforts qui sont faits par le ministre Owona, tant mieux. Ceux qui sont faits au niveau de l'insertion ou des apprentissages par les ministres Pervet ou Ongwa ou le nouveau ministre des PME, tant mieux, mais nous avons ce gros problème qui est celui de la couverture sociale universelle. Et donc la solution est simple. Elle est simple. Lorsque le ministre Mamafouda dernièrement a engagé la démarche d'évaluer ce que coûterait les soins médicaux, si on a arrêté le principe qu'ils soient dispensés à tout Camerounais malade, il est arrivé à un chiffre, je crois que c'est 10 milliards ou 20 milliards de francs. 20 milliards de francs, mais si c'est 20 milliards de francs, c'est tout à fait tenable parce que nous avons un PIB qui est de l'ordre de 20 000 milliards de francs. Si aujourd'hui
on trouve un mécanisme permettant que ces 20 milliards de francs soient collectés pour un certain nombre de pathologies courantes, soient collectés par tous les Camerounais au niveau normalement de la consommation, parce qu'il ne faut pas seulement faire supporter une initiative comme celle-là par ceux qui travaillent. Non, il faut qu'elle soit supportée par tout le monde. Et le mécanisme pour faire supporter ça par tout le monde, c'est de taxer la consommation, créer une espèce de TVA consommation qui fait que tout ce que l'on paye, il y a une petite taxe dessus de 5 ou 10% qui alimenterait ce fonds-là. Le problème serait résolu. Ça représenterait que, si c'est 20 milliards de francs, ça représenterait, non, même si c'est 200 milliards de francs par exemple, ça représente que 10% du PIB. 10% du PIB, c'est-à-dire 10% de la richesse du pays consacrée à soulager les Camerounais du fait que tout le monde peut être tombé malade mais ne pas mourir parce qu'il n'arrive pas à payer des perfusions, c'est tout à fait jouable. Alors, s'il faut que le gouvernement continue à travailler dans le sens qu'il semble avoir, la direction qu'il semble avoir prise, voilà une direction qui peut être prise et qui est d'ailleurs dans le cadre de ce que nous considérons comme étant la forme de soutien que nous apportons au président Biya, dans le plaisir à mon ami Atemungue, a été un soutien par proposition et non par danse sur les places des villages et autres. Voilà, merci Sa Majesté, comme vous avez déjà introduit Jean-Baptiste Atemungue. À votre suite, nous allons vous suivre. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Une journée peut en cacher une autre. Tout à l'heure, on parlait de la fête internationale du travail. Avec vous, on va évoquer la journée internationale de la liberté de la presse, prévue le 3 avril prochain. Pour vous, 3, effectivement, mais pour vous, sous quel auspice le Cameroun aborde cette journée? Y a-t-il effectivement liberté de la presse au Cameroun? En tant que consommateur, puisque je n'ai pas de carte de presse, je pense que cette liberté est réelle. Mais il n'y a pas de liberté sans devoir, sans éthique. Je crois que c'est à la profession elle-même d'améliorer ce côté éthique. C'est pour ça qu'il y a un conseil national de la communication qui essaie de réguler. Mais il n'y a pas aussi, il n'y aura pas une liberté totale si on ne consacre pas le statut de service public à la presse en général. Et cela suppose un certain nombre de mécanismes de soutien, notamment au niveau des ressources, au niveau de la distribution aussi. Je crois que ça pourrait améliorer justement le côté éthique. Je sais que la distribution pose un problème actuellement. Il y a des négociations avec le service public postal pour qu'il assume ce qui n'est pas structurellement rentable, la distribution de la presse. Il faut trouver une solution, mais cela suppose nécessairement l'augmentation des ressources qui permettront au service public postal de distribuer convenablement la presse. Et je pense que l'État doit améliorer, en tout cas augmenter de façon sensible le budget consacré à ce service public. Merci Jean-Baptiste. Professeur Claude Abbé, bonjour, bienvenue professeur. Bonjour Monsieur Lumba et merci pour l'amitié que vous me faites de me convier à cette émission. C'est un honneur et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Plaisir partagé de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on va essayer de comprendre le pourquoi et voir le comment de cette situation de dérive tribale à travers les réseaux sociaux, au moment où on parle de plus en plus des débats politiques sur la place médiatique. Qu'est-ce qui peut justifier cette escalade à travers les réseaux sociaux? Ça, il faut, et vous faites bien de l'indiquer, il y a ce que je pourrais appeler, en m'inspirant un peu de Norbert Elias, une dépacification des rapports sociaux qui est née aujourd'hui dans les réseaux sociaux, avec certains qui sont engagés dans une articulation d'un factionnalisme communautariste, dans la mesure où aujourd'hui il y a des Camerounais qui prétendument sont construits comme étant des saintetés que nous ignorions jusque-là. Il suffise que vous fassiez une remarque ou une indication sur pour ne pas l'indiquer, je ne suis pas ici en train de trouver un bouc émissaire, mais dès que vous parlez un peu d'une manière qui se veut critique dans les réseaux sociaux aujourd'hui du MRC, on vous dit automatiquement que vous êtes tribaliste. Et vous avez, moi j'ai fait l'expérience, dès que vous mettez un petit poste pour essayer
d'analyser de manière critique, vous avez en moins de 5 minutes 100 ou à 300 personnes qui vous ont déjà répondu. Et lorsque vous vous mettez à faire une analyse socio-anthropologique des origines, vous vous rendez compte que les arbres tombent d'un seul côté et que c'est des gens venus d'une seule partie de notre pays. Et ça, il faut le regretter. Il faut le regretter parce que je croyais que nous étions rentrés dans une logique de pacification des mœurs sociopolitiques dans notre contexte pour que on voit comment on peut éventuellement discuter des projets et des offres politiques des uns et des autres, qu'on peine d'ailleurs par ailleurs à voir l'originalité. Et donc de mon point de vue, il semble aujourd'hui que cette fragmentation de la société, heureusement qu'elle n'accourt qu'au niveau des réseaux sociaux, parce que la réalité sociale, elle est plutôt tout autre. Je ne vois pas une indication ici où il y aurait une communauté qui serait farouchement organisée et structurellement mise en face des autres pour essayer de les exterminer. Mais il faut en parler, parce que justement, c'est ainsi que se construisent un certain nombre de divisions pour mieux tuer. Et à mon avis, il faut aujourd'hui stigmatiser tout cela. Est-ce que ce ne sont pas là les prémices d'un début d'une guerre civile à travers ces ajustements, ce comportement? Je pense que la dépacification des rapports sociaux dans l'espace virtuel que constitue Internet, si c'était véritablement cela qui devait nous permettre d'avoir le pouls de notre société, c'est clair que je sortirais d'ici que quelqu'un qui viendrait du nord, de l'extrême nord ou de l'ouest, me faucherait les secondes d'après. J'ai une impression qu'il y a un certain nombre, c'est même une bonne chose que les gens s'expriment là-bas, parce que ce serait une sorte de catharsis collective, une sorte d'exutoire, à condition que au niveau des mécanismes de régulation du vivre ensemble, au niveau de la société, que les gens puissent mettre un certain nombre d'éléments qui vont empêcher que cette virtualité ne devienne réalité. Merci professeur Claude Abbé. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour Bouba et merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Et je voudrais ici saluer vos collaborateurs artistico-techniques et évidemment votre top management pour la qualité du travail qui se fait ici à Canal 2 qui confirme sa posture de chaîne de télévision internationale. Merci d'avoir pensé à moi. Oui, Canal 2, chaîne de télévision internationale, a couvert la deuxième édition du CTS, du comité technique spécial en charge des finances et de la monnaie. Il était question à ce sommet d'Addis Abeba de la création de la monnaie unique africaine. Alors pour vous, c'est un leurre ou c'est une réalité? Il est important que le débat ait lieu. Hein? C'est un débat nouveau qui n'avait pas souvent cours, parce que vous savez qu'en réalité, la monnaie est l'oxygène qui manque encore à la survie de nos États, pour la plupart néocoloniaux. Hein? Ça, il faut le dire, parce que nous avons des économies complètement plombées du fait que nous ne détenons pas une monnaie qui est un élément de souveraineté. Quand vous êtes un État indépendant et souverain, vous devez devoir posséder votre monnaie qui vous permet de vous mouvoir, d'acheter, de vendre, de faire ce que vous voulez faire. Mais jusqu'ici, à travers ce mécanisme de péréquation, je ne saurais comment l'expliquer, qui se trouve au sein du Trésor français, le compte d'opération, j'ai souvent pensé qu'en réalité, nos États avaient le porte-monnaie de leurs épouses logées chez quelqu'un. Quand vous voulez manger du dollar ou de la viande, vous allez dire, voisin, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour acheter de la viande suffisamment? Mais il vous en donne un peu pour vous maintenir dans la pénurie et vous ne mangez jamais suffisamment. Mais il faudrait que ce ne soit pas un simple discours, parce que vous savez, les grands sommets, il y a évidemment des gens venus d'ailleurs, parmi ceux qui tirent intérêt à maintenir nos économies dans leur situation intacte, qui sont là, qui mettent des moyens pour que ces gens-là se réunissent. Est-ce qu'au sortir d'un tel conclave, on se met immédiatement à travailler pour structurer l'approche progressive qui va amener nos économies à se déconnecter de cette tutelle qui est presque malsaine
et qui nous a plombé, qui nous a transformés en arrière-cour des grandes puissances où tout le monde, c'est-à-dire nous sommes des espèces de mendiants assis sur des richesses extraordinaires, de l'or, de l'uranium, des diamants, etc. Nous en sommes à mendier alors que les autres viennent puiser nos ressources en permanence. Bon, le débat est ouvert, c'est bien. Il faudrait donc que les peuples, les populations s'approprient ce débat. Tout ne doit pas être, qui ne doit pas demeurer l'apanage de l'élite dirigeante. Il faut que les peuples, qu'on ramène ce débat au niveau des peuples et que nous comprenions la nécessité aujourd'hui de nous déconnecter des fourches codines internationales qui nous maintiennent dans cette posture de mendiants et d'esclaves en permanence. Peut-être une petite virgule, juste pour ajouter de l'eau au moulin de M. Roger Kiek, il y a même, on a lancé un border aujourd'hui dans les médias internationaux et dans les réseaux sociaux, où il y a une idée qui est en train de faire sa route, c'est de dévaluer, c'est une dévaluation en géométrie variable du franc CFA. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest resterait en l'état actuel dans la parité avec l'euro, pendant que l'Afrique centrale passerait à 1300 francs pour 1 euro. Et de mon point de vue, j'estime que nous avons suffisamment de moyens aujourd'hui. Je ne suis pas engagé dans les conflictualités, mais là, je ne peux pas accepter qu'on dévalue mes conditions d'existence de cette manière. Merci, c'est compris. C'est vrai qu'on a un spécialiste de questions. Oui. Ce sujet devrait même constituer l'essentiel de notre conversation de ce jour. On le prendra, c'est juste une fenêtre, on aura l'occasion. Lorsque le professeur Abbé évoque ce qu'il dit, il faut comprendre qu'une dévaluation de 50% du franc CFA CEMAC aujourd'hui signifierait une dévalorisation de 50% de la richesse de nos pays, de manière pragmatique. Et cela ne peut pas se faire. Nous avons une chance aujourd'hui, c'est celle d'avoir déjà des institutions sous-régionales qui permettent l'harmonisation d'un certain nombre de politiques qui peuvent consolider la décision de créer un franc, une monnaie sous-régionale. Moi je l'appelle le FACO parce que en référence au plus haut sommet de la sous-région, étant entendu que les gens diraient que elle va rapidement se dévaluer. Non, c'est simple, on bloque sa dévaluation, se dévaloriser en imposant, puisque nous avons au moins le portefeuille des matières premières que ces gens viennent chercher chez nous, on impose que quand vous achetez nos matières premières, vous nous payez 50% en FACO, et puis en s'assurant également que nous aurons des devises extérieures pour pouvoir faire face à nos importations de la manière la plus simple, en demandant cette fois-là que notre monnaie, la parité initiale de notre monnaie étant adossée sur un panier de monnaies des principaux partenaires commerciaux de nos pays, nous ayons une réserve de devises étrangères qui nous permet de faire face à nos achats extérieurs. Et avec ça, nous avons une monnaie, le FACO de la CEMAC, qui serait une monnaie tout à fait acceptable par le monde entier, parce qu'il est, j'aurais fini, il est inacceptable que l'Afrique de l'Ouest, dont la dotation en ressources naturelles ne représente rien par rapport à l'Afrique centrale, se voit aujourd'hui attribuer un statut tel que on maintiendrait sa parité supérieure, deux fois supérieure à celle de l'Afrique centrale. C'est inadmissible. Tout ça, c'est une volonté de contrôle, de perpétuation du contrôle que ces gens ont sur nos pays. Nous ne devons pas l'accepter et le moment est venu plus que jamais pour nous de franchir ce pas. Pour avoir une monnaie, le FACO de la CEMAC. Voilà, Sa Majesté, on comprend, il est très à l'aise dans ce domaine. C'est d'ailleurs sa spécialité. Et nous allons peut-être demander au coordonnateur, le docteur Kwasi, qui a invité les experts à Addis Abeba il y a quelques semaines sur cette question, de vous convier sûrement pour que vous puissiez apporter votre pierre à la contribution de cette monnaie unique. Peut-être en 30 secondes, c'est un débat qui suscite beaucoup... Oui, 30 secondes. Pas pour mettre de l'eau dans le moulin, parce que justement je pense que c'est un très mauvais moulin. Alors il y a 3 idées qui se sont exprimées ici, et c'est la pensée unique sur cette affaire monétaire qu'on politise. Le problème monétaire est d'abord un problème économique et donc technique. Le problème de notre monnaie
qu'elle s'appelle FACO, qu'elle porte n'importe quel autre nom, est d'abord le problème de cette monnaie est qu'elle est surévaluée. Ça, c'est un fait. Comment ça? Alors, et c'est ça qui rend notre économie très peu compétitive. Si la contrepartie de cette monnaie, elle est en Afrique centrale, effectivement, les matières premières pour un économiste qui regarde très loin ne sont pas une richesse. La richesse, c'est ce qui attire les autres. écoutez, ce ne sont pas une richesse. S'il vous plaît, sinon on va. Vous voulez, et je le dis pour que ça le fasse. Mais le problème de la compétitivité de notre économie qui bloque l'industrialisation, non. Et ce n'est pas là le problème de fond. Le franc CFA est énormément surévalué. Donc, la réflexion doit aller vers les mécanismes de dévaluation progressive. Non, c'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Il n'est pas obligé de partager votre point de vue, s'il vous plaît. C'est son point de vue. Oui, d'accord. C'est quand même, ça reste un point de vue. Si vous prenez toute notre industrie naissante, quand vous fabriquez un pagne à la SICAM qui vous revient à 5000 francs CFA et que en Chine, ce même pain de meilleure qualité revient à 1000 francs. Vous ne pouvez pas créer des emplois dans ce secteur. Et ça vaut pour tous les autres secteurs. Donc la réflexion doit aller au-delà de cette vision folklorique, politique que vous abordez. D'accord, on va refaire ce débat. On va inviter les mêmes panélistes pour discuter de cette question qui suscite beaucoup de commentaires. Je n'ai pas suivi une argumentation telle voilà, heureusement. Parce que quand vous regardez les ressources de l'Afrique, une monnaie s'évalue par rapport à quoi? Les ressources naturelles. Si vous voulez, mon opinion est que les ressources naturelles ne sont pas une richesse. Si vous voulez, s'il vous plaît, je vous en prie, de ne pas parler d'économie, de parler d'autre chose. Aujourd'hui, on ne parle pas, si vous venez de dire là, n'a aucun fondement économique. S'il vous plaît, merci cher monsieur, vous allez permettre qu'on avance. Le sixième et dernier invité n'a pas encore été introduit. Paul Boiret-Kingui, bonjour. Bonjour cher ami, bon dimanche à tous. Je voudrais vous remercier pour cette énième invitation. J'ai promis que toutefois que vous allez m'inviter, je vais venir ici participer au débat républicain et j'espère que je serai à la hauteur. Parce que c'est qu'il y a un sujet qui concerne le Sénat. Vous êtes justement au service de cellule de communication du chargé de communication et des médias au cabinet du président du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question de sport, le Cameroun, les Lions indomptables cherchent toujours entraîneur à quelques jours seulement de l'expédition des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Nation. On sait que c'est le Cameroun qui organise cette compétition. Le Cameroun est d'ores et déjà qualifié, mais doit jouer avec les autres nations pour être en jambes. Jusqu'ici, on cherche toujours le successeur du Cobros. Vous voulez mon avis comme ancien reporter sportif? Moi je trouve que c'est regrettable. Time is running. Nous sommes à moins d'un an du coup d'envoi de cette compétition. Je trouve qu'il se fait trop tard. Mais en jouant, je voudrais déjà féliciter la vitesse avec laquelle l'implantation des infrastructures se déroule un peu partout au Cameroun. Mais soutenir le ministre des Sports, l'exhorter à rester moins au bureau et à être sur le terrain et à penser à cette situation des Lions innotables du Cameroun, parce que on peut construire tous ces beaux stades, mais si nous jouons à Yaoundé et le trophée ne reste pas à Yaoundé à cause d'une affaire d'entraîneur, ce sera très grave. Donc je pense qu'il se fait très tard. Il faudrait qu'au courant de la semaine qui s'annonce, qu'on trouve un sélectionneur national officiel au Lion notable du Cameroun. Pourquoi pas faire un collège, constituer un collège d'entraîneurs pour accompagner cette équipe nationale, porte-flambeau de notre pays. Je trouve qu'il se fait trop tard et que il faudrait que ce soit un sujet sans délai pour les décideurs qui doivent tout mettre en jeu pour trouver un sélectionneur national et officiel au Lion notable du Cameroun, que de laisser le vent
aller à gauche, à droite, devant, en arrière et rien avant. Je souhaite que au cours des prochaines heures, que le nom du sélectionneur national des Lions et notables du Cameroun soit trouvé pour que ça se calme aussi autour de cette équipe nationale. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'entraîneur national, c'est chacun qui a son entraîneur au quartier, qui a son sélectionneur au quartier, et ça étouffe un peu l'atmosphère autour des Lions indomptables du Cameroun. Donc je trouve que time is running et qu'il n'y a même plus une seule minute à perdre. Il faut absolument trouver un sélectionneur national à cette équipe. Absolument trouver un sélectionneur, la procédure est en cours. On parle d'une shortlist de 10 entraîneurs transmis à un comité restreint chargé de désigner l'entraîneur. Et puis après, ce comité va également faire une shortlist encore, après cette shortlist de 3 entraîneurs. Et puis on avance d'ici à la fin de la semaine prochaine, le nouvel entraîneur des Lions sera connu, mais d'ici là, time is running, le temps court, le chrono est encore en marche, il va très vite. On espère que on va respecter le timing. On va prendre une première pause consacrée à la revue de presse avec Arnaud Gueffa qui traite pour nous le reste de l'actualité traité par nos confrères. Bonjour. L'événement majeur de la semaine est intervenu mardi 24 avril 2018 au Sénat. Le quotidien Cameroun Tribune le mentionne à sa une de ce mardi-là, la rentrée. Les membres de la deuxième législature se sont retrouvés au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la session de plein droit, la toute première de l'histoire. 100 membres pour le compte de cette chambre haute du Parlement et parmi eux les néophytes. Le quotidien Mutation les a repérés et les a observés. Sur les premiers pas des nouveaux sénateurs, l'intérêt est relevé les visages avec dans les colonnes du journal Mutation. Certains d'entre ces bleus se sont fait remarquer faisant des objections en plénière sur la question d'incompatibilité et de cumul de postes. Et du coup, la préoccupation oriente le regard du tri-hebdomadaire Le Soir qui constate l'embarras de ces sénateurs cumulards. Ils étaient présents à l'ouverture de la session de plein droit, ceux des sénateurs qui occupent encore des fonctions de président de conseil d'administration de certaines sociétés publiques et parapubliques. Un dilemme sur lequel s'était déjà penché la loi. Le quotidien Émergence croit opportunément savoir ce que dit la loi au sujet de ces sénateurs cumulards. Test référentiel, le décret du président de la République signé le 27 octobre 2016 portant réaménagement du règlement intérieur du Sénat. Décret dont le Conseil constitutionnel devrait veiller sur l'application. Le Conseil constitutionnel a vite saisi l'urgence d'agir et le tri-hebdomadaire L'Anecdote à ce sujet a vite fait de révéler les premières sommations du Conseil constitutionnel. Clément Atangana, le président de cette institution, invite d'ailleurs les cumulards à faire le choix entre les deux fonctions incompatibles. Dans cette situation d'incompatibilité, le doyen d'âge est bien concerné. Lui, Fon Victor Moukete, qui jusqu'ici est président du conseil d'administration de Camtel. Le quotidien Mutation, dans sa parution de mercredi 25 avril 2018, constatait son volte-face au sujet de la forme de l'État. Favorable au fédéralisme dans les colonnes du journal panafricain Jeune Afrique, Fon Moukete a plaidé pour la décentralisation au cours de la session de plein droit. Peut-être convoite-t-il le plus grand poste du Sénat. Mutation dans ses supputations explore l'hypothèse d'un président anglophone à la Chambre haute. Cela permettra peut-être de résoudre la crise anglophone et assurer la préservation de la paix et de l'unité nationale. De cela, écrit le quotidien Cameroun Tribune, le Sénat réaffirme son engagement. Un autre engagement réaffirmé, cette fois par Maurice Kamto, c'est celui de représenter dignement son parti, le MRC, à la prochaine élection présidentielle. Le quotidien Émergence questionne le champ de sa représentativité et se demande si lui, Kamto, est candidat naturel de l'opposition. Question qui suscite une autre, et c'est le quotidien Épervier qui se la pose dans la perspective de la présidentielle 2018. Que valent ces candidats?
3 têtes bien présentées de l'opposition, Maurice Kamto, Joshua aussi et Akeremuna. Les 3 en un contre Paul Biya en 2018, ça peut se faire pourquoi pas. Mais le constat du journal, c'est que même ensemble, ils ne pèsent pas plus lourd que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Le pouvoir de Yaoundé, toujours habité par le désir de vaincre la crise anglophone. Les États-Unis d'Amérique, selon le quotidien The Guardian Post, déplorent les exactions militaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et condamnent les conditions de détention des personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Côté sécessionniste, pas de tolérance pour ces assassinats dont maintenus comme on observe dans les régions anglophones. Le quotidien Pervier, le 24 avril dernier, se demandait si ces assassinats ne sont pas la conséquence d'une violation des consignes de la hiérarchie par ces gendarmes. À côté des gendarmes, 12 touristes sont tombés dans les filets des religionnaires de la République imaginaire d'Ambazonie. Mais ils n'ont pas subi le pire. Le journal L'Orphelin croit savoir comment les 12 otages occidentaux ont été libérés. Lui n'est pas encore libéré. Basile Atangalakuna, détenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, même si l'hebdomadaire La Nation d'Afrique nous informe qu'une entreprise belge vient de le disculper en remboursant le corps du délit pour lequel il est poursuivi. Et du coup, la Vision d'Afrique pense qu'on va vers la libération de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie. Un homme en exergue dans les colonnes du journal Expression économique, il est ministre des Finances. Il est engagé dans le chantier d'assainissement du fichier solde de l'État. Question du journal, lui Paul Motazé peut-il réussir? D'autres ont échoué, mais lui ne voudrait pas échouer. Il compte sur son dynamisme bien vendu par le journal Politica, qui explore les 50 jours de Motazé aux finances. Après le règlement de la dette intérieure, le voici engagé dans un nouveau chantier, celui de recensement du personnel de l'État. Le journal Le Financier d'Afrique s'y penche, proposant l'ambiance du comptage des agents de l'État. L'opération qui a démarré le 25 avril dernier n'attire pas grand monde au constat. Mais une affaire qui a attiré beaucoup de monde, c'est celle de la MIDA. Cameroun Tribune, dans sa parution du 26 avril, nous informe que les autorités viennent de stopper net cette opération d'escroquerie. En 7 mois d'activité, 6000 personnes enrôlées, 1700 associations dans le coup. Des épargnes énormes versées là-bas, mais le gouvernement, au sujet de la restitution des sommes versées, rassure. Les portes de l'ONG ont été fermées et les responsables interpellés. La fin d'une aventure, selon le journal Génération Libre. Bon dimanche à tous et bon débat. Merci Arnaud Nguefak. Retour sur ce plateau, on va démarrer avec la première thématique consacrée à ce débat. On parle du cumul de fonctions au Sénat. Je commence par le responsable en charge de la communication de ce côté. Alors, vous avez été surpris au Sénat par cette histoire de cumul de fonctions des sénateurs qui sont soit PCA, soit DG. Et il a fallu des réunions pour que la loi soit respectée. Finalement, la loi sera respectée ou pas? La loi sera respectée. Pourquoi vous doutez que la loi ne sera pas respectée? Mais vous permettez quand même que vous dise à quel niveau nous sommes rendus aujourd'hui, parce que la session de plein droit s'est ouverte lundi. On a découvert les 2 plus jeunes sénateurs, on a découvert le doyen d'âge, et le doyen d'âge a pris parole et a ouvert officiellement cette session. L'après-midi a été consacré, ça allait très vite. Le secrétaire général du Sénat, Michel Meva Mobutu, a remis à chaque sénateur une fiche pour déclaration sur honneur. Vous deviez remplir cette fiche et indiquer sur cette fiche si vous avez une fonction de cumul. Ça allait très vite. Contrairement à ce que d'autres disent au quartier, ça allait très vite. Et chaque sénateur a rempli cette fiche. J'ai même vu les sénateurs remettre très rapidement cette fiche. Et à ce jour, dûment rempli. Le lendemain, les sénateurs se sont retrouvés pour mettre sur pied les 4 bureaux chargés de vérifier
les situations d'incompatibilité de chaque sénateur. Donc, ça, à ce niveau, nous sommes. Ils ont 3 jours pour rendre public les résultats de leurs travaux. Au cours d'une plénière, ils vont venir rendre public les résultats de ces travaux. C'est de cela qu'il est question. On sera ce jour-là. Quel est le sénateur qui a encore une fonction incompatible? Est-ce que tout le monde qui avait une fonction incompatible a choisi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il a choisi rester sénateur? Est-ce qu'il a choisi rester maire, DG, PCA ou autre fonction? Il y a aussi des fonctions non éligibles, c'est-à-dire si vous êtes préfet, directeur dans une administration, il y a tout ça. Il n'y a pas que PCA. Parce que j'ai constaté que les gens focalisent l'attention sur les PCA. Il y a d'autres fonctions non éligibles. Donc, dès que les 4 bureaux vont rendre public la liste de ces sénateurs, s'il y a un sénateur, il faut le remarquer, s'il y a un sénateur qui n'a pas choisi, c'est-à-dire, si je suis PCA et je ne me suis pas décidé, on va lui donner 10 jours. C'est ce que prévoit la loi. On va lui donner 10 jours pour réfléchir, et au terme de ces 10 jours, s'il n'a pas toujours décidé, le Sénat va considérer qu'il a démissionné du Sénat, et on va remonter. Donc le Sénat choisit à sa place. Pas choisi. Parce que s'il ne choisit pas, on le considère comme démissionnaire. C'est ce que prévoit la loi. Le Sénat lui donne 10 jours pour réfléchir. Je reste au Sénat ou je pars DG ou DGA ou maire, je ne sais pas quoi. Si 10 jours arrivent et il ne décide pas, le Sénat va ouvrir son règlement intérieur et appliquer la loi, et on va reconnaître qu'il a opté pour autre chose. Permettez-moi un peu d'aller jusqu'au bout. Après cela, parce que les familles attendent. Je vous rappelle que lundi, il y a des familles qui étaient au palais congrès avec les fleurs, les bouquets de fleurs. C'était pas l'occasion. Voilà. Donc après, dans cette phase-ci, il y aura la 3e phase, la remise des attributions. C'est ce jour-là que les familles viendront au palais des attributs. C'est-à-dire le macaron, l'écharpe tricolore et la cocarde. C'est-à-dire pour vous identifier sur vos véhicules. Donc c'est ce jour-là qui aura fait au palais des congrès de Yaoundé, et après cela on va procéder à l'élection des membres du bureau du Sénat. Après cette phase, le président du Sénat élu va prononcer son discours aux 100 sénateurs, et enfin on va élire les membres des commissions spécialisées. Voilà le reste du programme. Donc à ce jour, on attend que les 4 bureaux de vérification des investitures rendent public les résultats de leurs travaux. Il s'agit de feuilleter ces documents. Ils ne viennent pas là-bas pour se promener. Donc c'est 4 commissions composées de chacune des commissions à 25 sénateurs. Donc ils sont en plein travaux pour rendre public la liste de ces sénateurs. Et c'est ce jour-là. Parce que je ne voudrais pas me poser la question de savoir est-ce qu'il y a des sénateurs qui ont décidé d'être sénateurs ou pas. Donc, je préfère qu'on attende les résultats de cette commission-là. Alors, au Faustin Ndikam, d'aucuns accusent le Sénat de chambre budgétivore, et quand on regarde quand même ceux qui sont considérés, qui sont concernés par ce cumul, ce sont soit des chefs traditionnels, soit des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux. Est-ce que vous pensez que la loi pourra être appliquée effectivement à ce niveau? Mais la loi doit être appliquée, Bouba. Vous avez entendu les propos du responsable en charge de la communication au Sénat. Mais c'est une perte de temps. On est là dans une sorte de cacophonie qu'on ne comprend pas. Ceux qui ont été élus et ceux qui ont été nommés, ne savait-on pas que en validant leur élection ou bien en les nommant dans cette institution, ils étaient soit PCA ou directeurs généraux de sociétés et autres. Ceux qui nomment les sénateurs, celui qui nomme les sénateurs et ceux qui ont élu, les conseillers municipaux qui ont élu ces sénateurs, ne connaissaient pas qu'il existe dans la loi l'article 22 du règlement intérieur de cette institution. Je dis on nous perd de temps pour rien. Si tout cela avait été pris en compte pour cette 2e législature, on n'en serait pas là. C'est qu'il y a, je crois, 1 ou 2 semaines qu'on aurait avancé. Maintenant, on est là, on crée des commissions pour vérifier si et ça, mais qui ne sait pas qui est quoi? Qui ne sait pas? Les sénateurs que le chef de l'État nomme, lorsqu'il veut les nommer, il sait exactement que tel sénateur est PCA ou DG ou je sais pas, ministre ou bien je sais pas quoi. Il sait très bien que tel autre sénateur a un statut qui lui permet de ne pas entraver le bon fonctionnement du Sénat. Et ça devrait être la même chose pour ceux qui sont élus. Je crois que si
on respecte la loi. Ou ne pas faire de la loi un instrument à tête chercheuse, on n'en viendrait jamais à avoir ce genre de difficultés ou ce genre de remue-ménage où il y a des papiers qui circulent, on vous dit vous-même de remplir ceci ou cela. Mais comment fait-on pour être élu sénateur au départ? Comment fait-on pour être nommé sénateur au départ? Quel genre de dossier on présente? Est-ce que quand on présente ces dossiers-là, il n'y a pas toutes ces indications-là dedans pour dire monsieur, vous êtes disqualifié. Si vous voulez être sénateur, déposez vos démissions comme PCA. Ou alors, vous continuez à être PCA et vous ne venez pas ici. Alors, professeur Claude Abbé, à la suite. Moi, je dis les gens, ils sont entrés, vous les avez accueillis, et un jour vous dites, bon, vous savez bien que la loi, l'article 22 dit que ceux qui sont présidents PCA ou ceux qui sont chefs traditionnels, il faut qu'ils choisissent. Ça veut dire quoi? La loi est là pour être respectée. Peut-être on va comprendre un peu sur le plan sociologique cela avec le professeur Claude Abbé. On se pose la question de savoir pourquoi investir ou alors nommer des personnes qui sont des PCA ou qui sont soit dont les fonctions sont incompatibles avec la fonction de sénateur. C'est du folklore, c'est de la distraction. Comment est-ce que vous analysez cela? Je commencerai peut-être avant d'aborder directement votre questionnement par dire que je suis très gêné, vraiment extrêmement gêné, pour deux raisons. J'ai beaucoup de sympathie pour M. Paul Ngouari Kinzi et je respecte beaucoup ceux qui ont été désignés soit par la voie du vote, soit par la voix de M. le Président de la République, mais qu'en retour, eux-mêmes semblent ne pas se respecter. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon respect là au milieu? C'est une question qui est pour moi un peu compliquée. Et vous vous rendez bien compte que on est là dans... le mode de gouvernance au Cameroun m'a permis de construire un outil théorique pour analyser comment fonctionne la gouvernance camerounaise. J'ai appelé ça la gesticulation institutionnelle, c'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place. L'art de connaître les vrais problèmes tout en faisant semblant de les résoudre et en criant toutes les commissions là et tout le reste. En réalité, ça relève de la gesticulation institutionnelle. Parce qu'en fait, comme le disait M. Ndika, personne n'ignore que tel est chef supérieur, tel est l'amido, tel autre est PCA, tel autre est DG. Mais comme en fait, il y a une confiscation du pouvoir au Cameroun, Pierre Fambougaya avait écrit un ouvrage à l'époque, Cameroun qui gouverne, qui date de 82, et qui nous déclinait déjà un certain nombre de profils des gens qui gouvernent. Il me semble que il y a de la place que pour certaines personnes au Cameroun. C'est-à-dire, monsieur Boubangomna, tel que vous avez beau être compétent, vous avez beau faire toutes vos affaires ici, si vous n'êtes pas dans cette coterie qui se partage à un seul, le Cameroun, l'espace public, et qui a confisqué le Cameroun, et où nous autres, on est des sortes de marginaux d'une affaire qui est pourtant un bien commun. Moi, je ne viendrai pas pleurer ici comme certains disent qu'on a nommé tel, nommé moi aussi. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je me sens à l'aise à l'université et à l'aise et utile à l'université où je suis. Je me sens à l'aise parce que j'estime qu'on peut servir le Cameroun partout. Mais de grâce, en réalité, éviter au Cameroun cette dramaturgie. On a une impression d'être dans une scène de théâtre qui, en réalité, est tout à fait ubuesque. Et je vais vous surprendre en vous disant que quand je connais le rapport que les Camerounais ont avec la loi, avec le respect de la loi, que je mets M. Paul Ngouari Kinzi au défi, qu'il y en aura encore qui passeront à travers les mailles. Dans cette affaire, non, je vous le dis, il y en aura qui passeront à travers les mailles, à travers... Mais vont passer comment? Moi je sais pas, c'est vous-même qui a été... Ils ont d'abord fait comment pour être soit investi, soit alors nommé. Donc il faut le savoir. Donc de mon point de vue, qu'on cesse de tromper les Camerounais. De mon point de vue,
Mettons le point sur les vrais problèmes du Cameroun. Laissez à ces gens-là leur affaire comme ça, là, et puis ils le fassent comme ils sont en train de faire. Alors, Jean-Baptiste Tebengue, les gens là, on peut peut-être les assimiler au RDPC, qui est majoritaire du côté du Sénat. Est-ce que le RDPC, en nommant les sénateurs, ou alors en faisant des investitures, n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Non, le RDPC n'est pas l'État. Je crois que c'est l'État qui doit faire appliquer la loi. Le RDPC, c'est un parti politique comme tous les autres qui a investi des candidats. Et donc certains se sont portés même candidats à l'investiture. Je pense que beaucoup de nos candidats avaient un petit peu oublié justement cette loi. C'était au parti de leur rappeler ça. Non, que vous l'avez oublié. Le parti cherche à investir à cette fonction de sénateur les meilleurs, ses meilleurs candidats, bien formés, ceux qui sont en difficulté. Alors, avec la loi. Oui. Alors, le problème des incompatibilités dont l'étendue surprend certains, dont moi-même, parce que vous imaginez les chefs supérieurs, les chefs de deuxième degré aussi, je pense qu'on ne voyait pas une telle complexité au niveau, jusqu'à ce niveau par exemple des chefferies traditionnelles. Donc moi je pense que le travail tel que l'a rappelé le Conseil constitutionnel qui est en train d'être fait au sein des commissions va permettre d'élaguer et de faire en sorte que des choix soient faits. Il faut rester, vous savez, nous sommes au Cameroun en avance par rapport à certaines vieilles démocraties. Hein. Le cumul de mandats, nous, on l'a déjà supprimé au sein du RDPC. Nous n'avons pas de députés, sénateurs. En tout cas, au sein du RDPC, il faut dire que c'est possible dans les autres partis. Nous, au sein du RDPC, on l'a supprimé. Donc, au niveau de ces incompatibilités qu'impose la Constitution, ça sera appliqué. Je pense qu'il y avait peut-être un problème de règlement intérieur, mais ça sera appliqué. C'est d'autant plus important qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une question de parti politique. Imaginez-vous un président de conseil d'administration qui, sénateur, siège, touche l'indemnité et va encore bénéficier un jour de plus des avantages de PCA, l'État doit lui demander de rembourser d'un côté ou de l'autre. Donc il faut faire attention. Donc je pense que les membres du RDPC qui ont rendu le parti coupable, moi je pensais que vous alliez dire qu'il faut une commission de discipline pour eux. Non, le parti a investi, le parti a investi les candidats qui se sont eux-mêmes portés, se sont portés candidats à l'investiture. Donc en connaissance de cause, en connaissance de on suppose. Donc je pense que aujourd'hui, c'est à l'État de faire appliquer la loi. Alors, Roger Kiki, on va dire que dans cette histoire, l'application de la loi vaut mieux tard que jamais, finalement. Vous savez, ce pays est fantastique et j'ai rigolé un tout petit peu en off avec Claude Abbé. On fait semblant de découvrir ce qui existait déjà et de pontifier là-dessus en applaudissant à tout rompre. Il s'agit d'une loi déjà votée par le même Parlement et promulguée depuis par le président de la République. Et je vous rappelle que au cours de la législature précédente, les mêmes cumulards ont siégé avec les mêmes, avec les mêmes qui semblent aujourd'hui sonner le tocsin pour dire parmi nous il y a des cumulards, parmi nous, et pourtant ils sont là depuis très longtemps. Je me réjouis de voir le Conseil constitutionnel qui va faire en sorte que la constitutionnalité des lois soit respectée, lever le doigt. Mais il n'y a pas que les sénateurs. Vous avez des personnes au sein de la haute administration du gouvernement, triple PCA, et des militants du RDPC, triple PCA, 3 fois PCA. C'est les plus intelligents. Le cumul est une véritable gangrène, et Claude Abbé l'a dit, on a l'impression qu'il y a une caste de gens qui sont là pour confisquer l'espace national au détriment des... Alors, il faut préciser que la constitutionnalité ne concerne pas le cumul de fonctions administratives. Vous voulez maintenant discerner. Alors, vous avez le droit d'avoir une opinion. D'accord. Permettez, je vous en prie, non, je vous en prie, s'il vous plaît, c'est Roger. Permettez, nous parlons ici de représentation du peuple camerounais et en termes de valeur constitutionnelle des lois. Vous comprenez, c'est extrêmement
important. On vous dit, oui, on a visé Moukete qui enfin dit qu'il choisit finalement de laisser les fonctions de PCA, que vous-même encore la capitale, que certains pensent avoir privatisé, ou etc. Donc, franchement, il faut que l'on soit très très sérieux, parce qu'il s'agit d'une loi votée au Parlement et promulguée depuis très très longtemps. Il me souvient d'ailleurs qu'à l'époque, le député maire Émile Andé avait dû choisir. Hein? Il avait dû choisir. Il est resté maire et il a rendu... Oui, mais attendez, ne faisons pas du folklore. Il s'agit d'un mécanisme, je dis, j'ouvre grandement les yeux et je regarde le conseil, le conseil constitutionnel. Il va falloir à un moment donné, vous savez, il va falloir jouer franc jeu dans ce pays. Sa Majesté, il faut être sérieux une bonne fois pour toutes. Sa Majesté, la loi a longtemps prévu que les ministres ne peuvent pas être PCA des sociétés d'État, mais quand on regarde, rien n'est fait. Oui, mon cher Bouba, moi cette situation me rend vraiment triste. Et ça, je le dis sincèrement, hein, beaucoup moins pour faire il faut croire, hein, c'est un mot que M. Atemagay, bien qu'il soit un grand danseur. Pourquoi je le dis? C'est parce que il n'y a pas meilleur instrument de transformation de la vie des citoyens d'un pays que l'efficacité des institutions. C'est ça fait. Lorsqu'on met en place des institutions, c'est pour qu'elles fassent marcher un État et que la marche de cet État permette une amélioration de la vie des citoyens du pays. On ne peut pas mettre en place une institution comme le Sénat et altérer son efficacité par des mesures que rien ne saurait justifier, qui de toutes les façons ne souscrivent à aucune logique et à des fins qui sont difficilement compréhensibles. Je le dis pourquoi, et je dis que je suis triste. Je peux dire que si aujourd'hui nous avons un Sénat, si demain on devra accuser certains Camerounais d'avoir amené cette institution sur la place publique au Cameroun, et qu'il fallait exécuter ces gens-là, c'est certainement l'une des personnes qui serait exécutée, parce que c'est à la tripartite, nous avons pris la décision qu'on crée un Sénat. Et dans notre esprit, et là, on va dire des choses qui fâchent. Et je dis, ça entre dans la logique du soutien que moi je dis que j'apporte au candidat Biya, c'est-à-dire pouvoir lui dire des choses qui doivent être dites et qui ne lui sont pas dites par ses camarades, les acteurs. Lorsque nous avons proposé la création d'un Sénat, c'était sous le principe d'une république avec 3 pouvoirs séparés. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous étions d'accord là-dessus. Mais d'où vient-il? Et je sors de l'affaire du cumul des mandats là. C'est du folklore ça. Il y a plus grave. D'où vient-il qu'aujourd'hui, alors que c'est sous ce principe-là que nous avons créé le Sénat, on se retrouve avec des sénateurs élus et des sénateurs nommés par le détenteur du pouvoir exécutif. Mais bon Dieu, il faut poser ce problème-là. Vous permettez. Vous permettez, il faut poser ce problème-là. Et moi, je recommande au président Biya, parmi les propositions que nous lui ferons, que pendant son prochain mandat, qu'il y ait une modification des textes permettant que les sénateurs soient élus à 100%. Tout à fait. Parce que c'est un fondement même de la République qui est ainsi balayé du revers de la main. Après donc, on s'amuse avec ce qu'on est en train de faire. C'est un choubi, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de personnes, il y a des gens que je respecte au Sénat, en commençant par le président, vous permettez, il y a des gens vraiment que je respecte et pour lesquels je même de l'amitié. Je pense au président, je pense à Njoma, tu vois, mon ami, je pense à mon ami de droite, mais je dis, je ne veux pas vous considérer comme des victimes, mais je vais quand même dire que on ne devrait pas en être là. Nous devons respecter l'esprit républicain dans lequel nous avons inscrit le Cameroun. Nous ne pouvons pas, d'un côté, prétendre mettre en place une république qu'on veut exemplaire, d'un autre côté, créer des choses à travers des subtilités genre tolérance administrative ou tout ce que la République laisse entendre est bafoué ou bien botté en touche. Monsieur le chef d'État, il faudrait que
parmi les propositions que nous vous faisons, que lors de votre prochain mandat, vous laissiez la possibilité que tous les sénateurs soient des sénateurs élus. C'est tout. Je voudrais quand même regretter parce que... en une minute. Oui, le professeur Abbé m'a fait savoir que quand c'est bon, il dit que c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mais c'est maintenant bon. Le Sénat a décidé, d'après son règlement intérieur, de se libérer, pas de se libérer des sénateurs, d'inviter les sénateurs qui avaient d'autres fonctions à les libérer. Les lois sont des loisirs. Les lois deviennent des loisirs. Les lois sont devenues des loisirs. C'est dans le règlement intérieur, ce n'est pas une invention. Parce que vous parlez comme au quartier. Il y a des textes, il y a la loi qui le permet. Les lois ne deviennent pas des loisirs, cher Messi. C'est vous qui travaillez au Sénat comme au quartier. C'est ça. Je vous respecte beaucoup. Vous allez prendre la parole derrière lui. Ces articles ont été introduits dans le règlement en 2016. Et en 2018, on a décidé de les appliquer. Je pense qu'il faut d'abord, par honnêteté intellectuelle, féliciter cela. Voilà. Donc je vous dis, ceux qui sont en train de discuter comme au quartier, que ça n'aura pas lieu, ça aura lieu. Je dis que c'est vous qui venez avec le quartier. Quelques heures. Moi, je suis en train de vous dire, il ne s'adresse pas aux panélistes. Pour ça, je vous respecte. Il s'adresse pas aux panélistes. Quand vous parliez, il s'adresse pas aux panélistes. Je dis ceci. Attendez de voir les bureaux de vérification des mandats. Quel sera le temps? Terminé. Et que s'il y a les clients et autres qui attendent, il faut commencer à prendre ce poste. Merci beaucoup. Voilà. Le poste handicap, c'est quand même incongru. Qui sont nommés soit mieux lotis que les personnes élues au Sénat, parce qu'on retrouve la plupart des personnes nommées dans le bureau au détriment de ce... Je crois que Sa Majesté Bézigui a fait étalage ici d'une description de ce qu'est effectivement le Sénat actuel. C'est une institution qui est budgétivore en ce moment. Il faut le dire clairement. On nomme des gens qui sont des pieds inconnus sur le plan politique le plus souvent, et c'est eux qu'on nomme pour diriger une institution. Ça, c'est notre débat. Monsieur, quand vous parlez, je ne parle pas. C'est vous qui parlez comme ça. Maintenant, il faut que le Sénat cesse d'être le cénacle des petits vieillots en mal de traitement. Il faut que le Sénat cesse d'être le cénacle des petits copains et des coquins. Le Sénat doit être une chambre représentative qui travaille sur les lois, une institution. Aujourd'hui, si nous demandons à notre ami Paul Ngouare Kingdi, dont je connais les compétences, n'est-ce pas? Si je lui demandais de nous produire ici et maintenant un bilan, une esquisse de bilan de la première législature de ce Sénat, il ne pourra pas le faire. C'est pas le sujet du débat. C'est pas le sujet du débat. C'est pas le sujet du débat. C'est un bilan en termes d'évacuation sanitaire. C'est pas ça. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je vous nous faire comprendre que tout ce qui arrive, 30 secondes. Tout ce qui arrive là, où on est obligé d'appliquer la loi en amont. C'est simplement parce que nous sommes habitués au jonglage et à la gesticulation. Le vrai motif, le vrai motif de cette décision du président de la Chambre des sénateurs aujourd'hui du Sénat, les vraies décisions, tout ce qu'on sait, c'est que c'est ailleurs qu'on va les prendre. Donc, le professeur Abbé avait raison lorsqu'il disait qu'il y en aura qui vont passer entre les mailles. Est-ce que vous savez qu'il y a des sénateurs aujourd'hui dans cette chambre-là qui ont été nommés et d'autres même qui ont été élus dans cette même chambre qui se trouvent être poursuivis devant les tribunaux? Ça, c'est la suite. Il y a une erreur qui a glissé dans les affaires d'incompatibilité. Je n'ai vu nulle part citer les chefs traditionnels, hein. Non, ne dites pas ça ici. Ok, il n'y a pas de chef traditionnel. La précision en valait la peine. La précision en valait la peine. S'il vous plaît, on va arrêter. En réalité, pour compléter son propos, les chefs traditionnels, s'il vous plaît, on dit d'eux, parce que nous percevons un petit viatique désormais, qu'on n'a pas le droit d'avoir deux bulletins
de matricule. Ils n'auront plus d'indemnité de choc. Ils doivent rester en fonction. C'est ça la précision. Mais c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les chefs. Non, il reste chef. Je crois que vous m'avez donné la parole. Vous m'avez donné la parole. Je vous en prie. Vous avez la parole tout à l'heure de ce qui était. S'il vous plaît. Claude Abbé a dit quelque chose, l'affichage, la circulation. Ça vient ce que Mathias Eric on a Guinée appelle la logique du village Potemkin. Le cosmétique. C'est-à-dire que on organise tout un ramdam. Oui, on est en train de faire des commissions, oui. On n'a pas besoin d'ameuter le peuple entier quand on veut être efficace. Et il faudrait, au bout de tout ça, non, l'affichage. Écoutez, la session est ouverte. Écoutez, laissons le rétro-pédalage. La loi, c'est la loi. Il va falloir que nos lois cessent d'être des loisirs, comme dit un musicien basé à Douala. Les lois ne sont pas des loisirs. Merci Roger qui a vraiment 15 secondes. 15 secondes. Oui, moi je voudrais dire... Avec plus de sérieux maintenant. Je suis toujours très sérieux moi. Et à M. Paul Ngouari, que nous ne discutons pas sur la base du quartier. Moi je suis très sérieux lorsque je viens à cette émission. Parce que je la trouve également très sérieuse. Et quand vous regardez le rapport que les gens ont avec la loi, les dispositions qui existent disent par exemple que vous ne pouvez pas être directeur général d'une société d'État pendant plus de 9 ans. Mais quand vous regardez, vous voyez bien que il y a des gens qui ont... Je connais quelqu'un qui est au cinéma, je devais avoir 6 ans à l'époque. Je devais avoir 3 ou 4 ans à l'époque. Il y est toujours. Il dort là-bas. Donc je n'ai rien contre lui, c'est pas une fixation, mais en réalité c'est pour vous montrer jusqu'où les gens peuvent jouer avec la loi. Et il faudrait qu'on prenne le peuple camerounais au sérieux. Merci cher monsieur, on va marquer une pause tout à l'heure pour prendre ce reportage. La semaine consacrée à Milda, cette désormais vaste escroquerie à la camerounaise. Reportage de la semaine qui porte la signature d'Arnaud Gueffak. Une victime, le pied bas, la cadence du stress. Chaque mouvement comme compteur de l'argent misé et qui est en voie de tomber dans le néant. Le mot préféré de son jargon, c'est million. L'âge importe peu. J'ai misé 4 millions de francs et j'espérais avoir au moins 20 millions. Espoir perdu pour Robelin. Mida Sauveur est scellé à la suite d'une mesure préfectorale, les responsables embastillés contre toute attente. Et voilà les têtes de 2 millionnaires, statues restées dans les rêves. Coup dur d'une saison de bonheur qui court depuis 7 mois. La partie s'est jouée en 6 épisodes sans inquiétude. Onction de l'autorité parfois acquise. 6000 personnes enrôlées, 1700 associations et tontines prises sous l'aile de cet aigle distributeur d'argent. De l'argent liquide à rendre fou. Il y a des heureux qui ont bu à la bonne saison. Il a acheté un terrain, il est en train de construire sa maison. Il a pu payer ses frais de scolarité grâce à la MIDA. C'est parce qu'ils ont été au courant depuis le début. En février, 2 milliards distribués, dit-on. C'était jusque-là des mathématiques du pauvre qui le transformaient en homme riche. Formule connue, 12 500 francs de mise et PAM pour une récolte de 65 000 francs après une semaine de formation. Facile comme manger. Le 7e épisode s'est avéré de trop. Activité stoppée net. Le quartier du bonheur devenu comme une caserne. Gendarmes versés à tout coin de la rue pour un œil de sécurité. Derrière les scellés, 4 à 9 milliards qu'on estime en cash. Le gouvernement saura quoi en faire, mais l'engagement pris, c'est le remboursement de tous les séminaristes prouvés. Jour et procédure en cogitation. Mais pour la MIDA, mission d'intégration pour le développement de l'Afrique, c'est la fin. La mort sans autre procès.
pas qu'on parle maintenant des dessous de l'affaire Milda. Mida, voilà, votre perception, je commence par vous, Jean-Baptiste, sur cette affaire. S'agit-il d'une tentative d'escroquerie? Alors, je pense que c'est pas au Cameroun que ce type de structure est né. Je crois qu'il y a eu déjà beaucoup de scandales du genre ailleurs. Et nous sommes face à un dilemme. Il y a une responsabilité collective, il y a la responsabilité individuelle. Il faut trouver un équilibre entre les deux, la part de chacun. Ce qui est sûr, c'est que le préfet a pris une bonne décision. Parce que chez les Bantous, on dit qu'il faut sortir de l'eau tant qu'il n'a pas atteint la cuisse, tant qu'il est à un niveau acceptable. Notre société vit un peu dans un climat où on perd petit à petit les repères. Et on ne comprend pas comment, parce que ce ne sont pas les plus pauvres qui y vont visiblement. Donc, ce sont des gens qui ont de l'argent à les placer. Et je me suis toujours posé la question, vous savez, il fut un temps, il y a un phénomène qui s'est calmé un peu, le phénomène du fait, où des gens marchaient parfois avec des seaux et je ne sais pas quel produit faisait croire aux uns aux autres qu'ils pouvaient multiplier des billets de banque, alors que je ne le comprenais pas, parce que chaque billet de banque qui est la propriété de la BEAC a un numéro unique. Je ne comprenais pas comment un homme normal pouvait croire que ce billet, en le manipulant, en le mettant, je ne sais pas dans quel produit, peuvent être multipliés par 1000, par 10 000, je ne sais pas. Donc, il s'agit du même phénomène. Vous ne pouvez pas, quand vous réfléchissez bien, aller déposer 10 000, que ces 10 000 deviennent en une semaine 100 000, sans vous poser la question de la raison, de la cause. Donc, c'est un problème plus profond que ça. Je pense que le professeur a évoqué tout à l'heure un certain nombre de choses, mais qui nous ramènent à la citoyenneté, à la relation qu'on a avec la loi. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir en profondeur dans notre société. On ne peut pas régler ça en un jour, ça remonte à l'école, le statut de l'école publique aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut méditer, mais je crois que le préfet a pris une bonne décision. Cela s'apparente visiblement à l'escroquerie, mais c'est plus profond que ça, parce que je crois que l'activité n'était pas que la multiplication de l'argent. Il y avait aussi d'autres formations, je ne sais pas à quelle fin. Donc il faut faire la lumière. Moi je n'y étais pas, je ne peux pas. Professeur Claude Abbé, pourquoi les autorités administratives ont dans un premier temps apporté leur caution à cette affaire qui n'avait pas finalement eu d'agrément pour se rétracter à la dernière minute? Oui, mais vous ne pouvez pas me demander pourquoi, parce que je n'ai pas mené une enquête particulièrement. Moi, je suis sociologue, je crois aux faits, à la sacralité des faits. Mais, comparaison n'étant pas raison et pouvant être aussi raison, je voudrais tout simplement faire un détour pour essayer de le comprendre. C'est qu'on fonctionne dans une société du gombo. Et que quand ça va bien, à la télévision nationale, on couvre cela, on vous fait des reportages là-dessus, et les autorités administratives et même politiques apportent leur caution jusqu'au moment où chacun reçoit sa part dans l'affaire. Et dès que le partage ne fonctionne plus, à un moment donné, les uns et les autres sortent du morceau. Ce que je veux dire, c'est que voilà la preuve d'une zombification collective de la société camerounaise. C'est-à-dire que les uns et les autres ont travaillé à rendre les Camerounais précaires, à les installer dans une situation de vulnérabilité quasi structurelle, en les exposant à des modalités d'une modernité de l'enchantement, où en réalité on croit en un Seigneur qui apparaîtrait au lendemain, une sorte de messie. Il y a une messianisation, parce qu'en fait, la Mida est apparue là comme étant un messie qui venait sauver des gens installés dans une précarité qui a été savamment bien construite dans notre pays. Et à ce titre-là, on voit bien ici que la société camerounaise aujourd'hui est en manque même
de la simple protection, de garantie de sécurité des individus. Parce que vous ne pouvez pas me dire que voilà une affaire qui a fonctionné des années durant et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte. Lorsque M. Atemungue dit que le préfet a eu raison, oui, peut-être on peut le dire dans une logique de mieux vaut tard que jamais, mais en réalité, une affaire comme celle-là ne s'installe pas, fonctionne au quotidien sous la barbe des uns et des autres, profitant de la vulnérabilité, parce que pour moi c'est une dynamique, c'est un processus vulnérocratique, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la vulnérabilité leur fonds de commerce pour arriver à vivre. Moi j'estime de mon point de vue aujourd'hui que si la justice devrait être sérieuse telle que je la connais, il ne faut pas se limiter uniquement à interpeller les entrepreneurs sur la précarité, de l'insécurité économique de nos frères. Il faut également interpeller les autorités administratives de Yaoundé. Parce qu'en réalité, elles ont vu cela se faire au quotidien, non pas protéger ces populations-là. Or, c'est de leur devoir, justement, d'arriver à protéger ces populations. Roger Kekdekiki, on a également évoqué l'exotérisme et même une tentative d'insurrection. Est-ce que c'est en fait cela relève de la réalité des faits selon vous? Ça peut tenir la route ce que vous dites. Nous sommes dans une société qui n'est presque plus normale, où les ésotérismes, tout se fait en plein jour. Il a dit, les gens sont zombifiés. La précarité des uns et des autres étant construit, qui sert de fonds de commerce politique, commerce économique, etc. à tout le monde. Aucun domaine de la vie nationale, de la vie publique ne devrait échapper à la régulation de l'État. Il y a eu ici des phénomènes tels que Femmes Cameroun. Il y a eu le PID, quelque part à Issos, où on a appelé l'émeute. C'était le même modèle. Il y a des phénomènes comme ça qui prospèrent. Et quand on vous dit que effectivement ils ont vu à la télévision, à coup de reportage, la télévision d'État entre guillemets, que c'était viable, que le messianisme avait pris cours de ce côté. Ils ont vu des autorités, membres du gouvernement, un ambassadeur itinérant, ils ont vu des hommes politiques, ils ont même vu le premier adjoint préfectoral participer à la distribution des 2 milliards dont on a fait allusion dans le reportage. Ceci a servi de caution morale, une espèce de caution morale, de crédit pour ces populations. Je vous dis qu'il y a des femmes mariées qui ont pris les réserves de la famille sans que leurs époux ne soient au courant pour aller jeter dans cette affaire. Ça rejoint ce qu'on a appelé ici la frappe, le fait, la fémania. Mais mon Dieu, dans un contexte sensible comme celui-ci, que font les services de renseignement? Le rôle de l'État est de garantir la protection des populations et de leurs biens. On ne peut pas s'arrêter uniquement. Le préfet a pris ses responsabilités sur le tard, mon Dieu. Oui. Il a fauté. Et c'est pour cela qu'il a interpellé. Siège des institutions où des gens vous disent qu'ils font de la prévention des conflits de type militaire et civil. C'est écrit dans leur affaire. Prévention des conflits civils et militaires. Ils ont un registre de commerce. Utilisant même des logos et des symboles. Ils ont des logos. Ils vous disent qu'ils sont rattachés à Malte, hein, etc. Ils sont à la fois religieux, ésotériques, mafieux. Et je crois que je peux me tromper. Nous faisons dans l'investigation sociopolitique, comme il a dit, chacune des autorités. Quand vous avez vu un homme politique parti de je ne sais quelle ville du Cameroun pour aller là-bas, chacun rentrait avec son enveloppe. Puisqu'aujourd'hui, on cherche un gap de 9 milliards de francs CFA. L'argent est passé. On a collecté 12 milliards. On a récupéré, les gendarmes et les policiers ont transporté dans les caisses 3 milliards qu'on est allé compter dans une banque de la place. Il y a un gap de 3 milliards. Les 9 milliards. Les 9 peuvent se retrouver dans les postes de justifier qu'ils ont transporté 9 Je n'en sais rien. Je me fie là au communiqué du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement a fait un communiqué là-dessus. Donc je pense qu'il faut faire attention. Ça a souvent commencé comme ça ailleurs. Et quand les gens vous disent qu'ils interviennent dans le domaine sécuritaire, militaire, vous avez vu, quelqu'un donne 12 000 francs, il fait des pompes, on le forme, on lui flanque une espèce de tenue militaire et ça a duré des mois. C'est une faute impardonnable pour les autorités publiques censées veiller sur la sécurité
des personnes et de leurs biens. Alors, Sa Majesté, est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas pris des risques en saisissant des cantines d'argent sans toutefois faire appel à un constat du siège? Oui, assurément qu'il n'y a rien à risquer. Oui, mais il y a un terme que mon ami et frère Atemanga a utilisé tout à l'heure, la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Non, moi je ne suis pas collectivement responsable. Je parle d'abord de la responsabilité individuelle, qui ici est manifeste. Il ne faut quand même pas que on affranchisse de leur culpabilité, tout au moins de leur responsabilité, ces individus qui sont vous et moi, qui ont pris leur argent et sont allés dans quelque chose... Une situation de zombification, les gens sont plus à mesure de faire... Excusez-moi, pas la précarité morale. Non, la vérité, vous permettez. Non, parce qu'il est évident que, en apparence, ce qui se passait se ressemblait à une pratique sociale courante ici chez nous, la tontine. Vous voyez un peu, c'était les gens sont habitués au fait que je m'en vais mettre mon argent dans la tontine, je vais racheter à 20%. Ça produit les intérêts. Ça produit les intérêts un peu. Je crois que c'est dans cette espèce d'ambiance-là que les uns et les autres se retrouvaient avant de franchir le pas. Donc, leur responsabilité individuelle doit être questionnée. Ou tout au moins, et même mieux, engagée. Mais derrière ça, il y a quand même le volet, Non, il y a le volet responsabilité. Cette fois-là, on ne peut pas dire qu'elle est collective. Elle est une responsabilité publique. Pourquoi? Parce que nous avons là une indication de ce que les Camerounais sont animés d'un désir de pouvoir faire fructifier leur argent. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, nous sommes dans un État qui est en cours de modernisation et où l'attitude des individus va évoluer d'un pôle production à un pôle financiarisation. Alors, ce qui s'est passé là nous donne un peu ce qui intervient ou ce qui arrive lorsque cette évolution ne rencontre pas de structures appropriées permettant de capter les ressources que les gens ont. Il y a des microfinances. Non, mais vous permettez. Non, les microfinances ne sont pas très différents à la MIDA. Alors, vous voulez pas dire... Je veux dire quelque chose. Vous permettez. Le grand gap, c'est quoi? C'est dans les autres pays, cette démarche-là, dans les autres pays, elle est captée par les dépôts, les investissements boursiers. C'est-à-dire tout le monde boursicote. Tout le monde, tu as ton argent, tu connais un agent, tu donnes, il te place ça. Or, nous avons le livret de Or, au Cameroun, je vais terminer. Au Cameroun, l'argent des petits on a une bourse qui fonctionne depuis 14 ans, 15 ans, où il n'y a que 3 entreprises à la côte et dont la fonction n'est même pas vulgarisée auprès des populations. C'est à ce niveau que l'on peut interpeller l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a un phénomène comme celui-là, c'est une occasion pour l'État de rechercher la cause profonde et de proposer la solution. On a vu le cas d'Am Koumateke ici, ça nous a permis de comprendre qu'il faut qu'on prenne en charge le problème de la prise en charge des malades. Alors c'est ça le fond du problème. Donc ce n'est pas seulement un problème individuel, mais c'est quand même un problème d'organisation même de la société. Alors pour ça, on déclare après comptage qu'on a seulement pu récupérer 3 milliards et on recherche activement 9 milliards et du coup on se pose la question de savoir pourquoi avoir fait le comptage à l'insu des responsables de MIDA. C'est de la cacophonie dont nous parlions sur le sujet précédent, qu'il est toujours question. Non, il faut être plus simple sur ce sujet-là pour dire que c'est ce qui arrive dans toute société où on a déplacé les valeurs morales et laissé place au gain facile. Pendant très longtemps, nous avons dénoncé ce genre de choses à travers nos organes de presse et même sur ce plateau, souvent. Mon cher collègue parlait de femmes Cameroun, de pays, et ainsi de suite. Mais souvenez-vous qu'à un moment donné dans ce pays, on a fait venir des gens avec une société qui s'appelait Leadership Academy. C'était la même chose. Ils disaient qu'ils avaient un fonds d'investissement suisse dirigé par des Italiens. Ils ont recruté des gens ici. Ils ont pompé les sous. Toutes les autorités administratives, les membres du gouvernement, les chefs traditionnels et autres, ils ont mis leur argent. L'argent a disparu. Depuis 2002, ce bonhomme-là
est en prison en France, cet Italien-là. Ici au Cameroun, vous pouvez demander à Maître Akere Mouna, vous pouvez demander à Maître Nekui, vous pouvez demander au président Yap Abdou quelle a été l'issue de ce dossier. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par la liquidation ordonnée par le ministre des Finances, alors le ministre Akame Foumou. Donc c'est pour vous dire que c'est pas nouveau ici. Et quelles sont les mesures qu'on a prises? Lorsque à chaque fois, on fait croire aux gens que le gain est facile, on ne sacralise plus les valeurs du travail, de l'effort, mais on est dans le gain. On est tout le temps en train de dire oui, on peut jongler et avoir de l'argent, c'est ce qui arrive. Sachez très bien que en ce qui concerne cette affaire Mida, il y a des hautes personnalités qui y ont mis leur argent. Il y a leurs épouses, des autorités administratives que nous n'allons pas citer ici pour des besoins de convenance, qui y ont mis leur argent avant que l'affaire ne se gâte, comme on dit au quartier. Donc il faut faire très attention. Cet argent qui s'est retrouvé là, à cet endroit précis, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des bonhommes qui arrivent dans un pays comme celui-ci et qui promettent monts et merveilles, qui vous disent que vous pouvez donner, je ne sais pas, 1000 francs et avoir 65 000 francs aussi facilement, que vous pouvez avoir, mettre 1 million, je ne sais pas après combien de jours et avoir 70 millions, ainsi de suite. Mais tout cela à la barbe des autorités administratives et des agents et des services de renseignement. Où était-il passé entre-temps? Paul Gouarekingui, est-ce que c'est essentiellement la part du gain facile qui a attiré les Camerounais? Pas seulement. Bon, pas seulement. Je suis un peu étonné que le professeur Abbé soit trop métaphysique et zombique. Ça, c'est son terme, il est zombique. Non. Il embrouille la réflexion. On n'arrive pas à voir clairement. Il parle de zombies, de métaphysique. Je dis que la situation, c'est pas pour être avec les propriétaires de la Mida. Je condamne clairement ce dérage. Nous sommes dans une situation où quelqu'un veut ouvrir son bar. Il adresse une demande au préfet, le préfet accorde, et on retrouve que derrière au bar, il fait le soya. Il découvre les queues des animaux. C'est ça ici, parce que je ne voulais pas qu'on condamne à l'immédiat le gouvernement ou l'État. Le préfet a délivré certainement une autorisation de faire ceci, mais les gens ont trouvé du temps pour multiplier les idées à l'intérieur. Et quand ça se gâte comme ça là, je trouve qu'il faudrait qu'on avance. Le gouvernement a donné sa position, l'État a frappé du poing sur la table. Il faudrait qu'on mette à nu tous ceux qui ont organisé ces scandales et que s'il y a possibilité de remettre à chacun son argent. Mais bon, le préfet dit qu'il a recouvré 3 milliards. Le bonhomme qui a été interpellé dit qu'il reste 9 milliards. Qui dit la vérité? Voilà, la vérité va sortir. Mais je ne voudrais pas qu'on mystifie tout. Je souhaite qu'on avance. Le préfet a signé un arrêté, c'est terminé pour cette histoire. Il faudrait mettre sur la table les vérités de cette affaire. Il faut rembourser les gens. Oui, la finalité c'est de rembourser, mais pour l'instant, les enquêtes sont en train d'être menées. Il faudrait qu'on rende public les résultats de ces enquêtes et que vérité soit dite autour de cette affaire. Je vous ai dit qu'il ne faut pas se lever très vite pour condamner le gouvernement. Ils étaient là, la sécurité était là. Nous sommes dans une histoire, comme j'ai dit, d'un préfet qui a délivré une autorisation pour le bar. Le préfet délivre avec... Bon, je prends un exemple. Le préfet ouvrez votre bar au-delà des heures autorisées, vous verrez... Oh, ça c'est des déviations. Et chaque propriétaire de bar, on va pas propriétaire de bar trouver autre chose à faire derrière le bar. C'est de ça qu'il est question. Nous ne condamnons pas à l'immédiat le gouvernement ou l'État ou le préfet, je ne sais pas qui, en disant qu'ils dorment trop. C'est vrai, la situation est arrivée. Je souhaite qu'on avance, qu'on clarifie la situation. Et si possible, à Bouba, qu'on rembourse cet argent aux propriétaires. Voilà, qu'on rembourse cet argent aux propriétaires. Avoir fait preuve d'un peu de discipline sur ce plateau, la réalisation sera stricte sur la gestion du temps. Je me signale qu'il nous reste 8 minutes, pas plus. On va commencer par vous. Je vais vous dire ce qui est plus grave pour moi dans cette affaire-ci. C'est-à-dire, moi je ne reviendrai pas sur les propos de... Très rapidement. Mon argent maintenant doit aller rembourser des voleurs. Vous vous imaginez? On se trouve où là? Après on va me dire qu'on n'est pas dans une situation de zombification. Moi je ne veux pas être zombifié, moi. Non. Parce que quand on décide de rembourser à ces gens-là, moi j'étais là pour pendant qu'ils partaient faire leur histoire. Pourquoi est-ce que le contribuable camerounais doit maintenant payer pour que des gens qui par ailleurs ont cru à un enchantement parce qu'ils ne voulaient pas accepter le dur labeur, se retrouvent dans cette situation-là. Moi, j'estime de mon point de vue que
je vous le dis, bien que ce soit le président de la République, d'après ce que j'ai lu dans les médias, qui est indiqué que tout le monde rentrera dans ses frais, moi je ne veux pas que mon argent soit utilisé. Alors comment on fait pour rembourser? Qui va rembourser? Qui paye les frais? Il y a 9 milliards quand même à compléter. Je crois qu'il faut faire la lumière des choses. D'abord, d'une part, la somme récupérée est querellée. D'autre part, la somme déposée par les victimes peut être querellée aussi. Y avait-il un contrat? Combien de billets? Est-ce que c'est authentifiable? Non. Parce que moi qui n'y étais pas, si j'apprends qu'on rembourse l'argent, je peux aller insérer un dépôt. Entre-temps, on me rembourse aussi. Vous êtes en train de jouer. Pourquoi on ne va pas appeler un huissier pour une situation comme celle-là? C'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui se saisissent d'une affaire. Ils n'appellent pas un huissier pour faire le constat, pour en arriver à déplacer des sommes d'argent telles que celle-là. Mais je pense que le fond du problème, et je le dis régulièrement lorsqu'on a l'occasion de discuter ici, c'est le soutien ferme au pouvoir judiciaire dans ce pays. Je crois que nous avons besoin d'une justice parce que la mentalité, l'argent facile, on n'a pas le temps d'aller mettre les gens à l'école aujourd'hui quand ils ont 50, 20 ans, 30 ans. On ne peut plus les éduquer. Donc, il faut que la justice soit forte. Et c'est cette application de la loi, mais vraiment ferme, qui va réguler progressivement. Et nous sommes dans un pays où, effectivement, les citoyens, et là, la responsabilité individuelle, nous critiquons, c'est trop facile, mais la citoyenneté est d'abord individuelle. Quand vous voyez quelque chose, quelqu'un qui vous escroque, mais vous allez déposer une plainte. Quand on voit même l'État, on a le droit de déposer une plainte même contre l'État. Il faut que quand vous avez un voisin, les églises qui escroquent les gens au quartier, qui font du bruit, au-delà de 22 heures, quelqu'un fait du bruit, là où vous avez investi pour construire votre maison, déposez une plainte. Et que la loi et que la justice fassent son travail. C'est la seule solution aujourd'hui pour que ce genre de choses ne prolifèrent plus. En attendant que la justice fasse son travail, comment comprendre qu'une société ou alors une organisation ou peut-être association comme celle-là puisse garder autant d'argent dans son siège? Elle ne pouvait pas garder cet argent en banque? Je vous ai dit que c'est ce qui arrive à une société qui est faite d'exubérance, d'extravagance, de charlatanisme. Et c'est pour cela que, n'en déplaise à mon ami Paul Ngouaré Kindi, nous allons toujours interroger la gouvernance de notre cité face à ce genre de situation. Personne ne peut aujourd'hui dire que oui, tout cela se faisait dans une chambre fermée. Tout le monde a vu comment est-ce qu'on entraînait les enfants dans les cours, comment on leur mettait des tenues. On a même cité ici tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de ces autorités administratives qui ont donné leur caution. D'autres ont même cité des médias nationaux qui ont fait des reportages. Mais face à une société comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est de remettre les choses à leur juste place. L'État doit jouer son rôle, tout son rôle, dans la protection des citoyens et de leurs biens. Pour que jamais, et plus jamais, ce genre de vermine, qui partent de je ne sais où, on vous parle de Malte, de machins et autres, qui arrivent ici, et qui jouent, parce que nous sommes pauvres, et ils nous donnent l'espoir qui peuvent nous enrichir en un clic du doigt. Je dis, ça doit s'arrêter. Alors ça doit s'arrêter. Est-ce qu'on a pris des mesures pour que ce genre de choses ne se reproduisent? Oui, c'est ces mesures-là que nous préconisons, parce que si les gens se retrouvent embarqués avec autant de facilité vers des pratiques comme celle-là, c'est bien parce qu'il manque sur la place nationale un dispositif permettant que soient recueillies ces ressources que les gens arrivent à mobiliser. J'ai rencontré quelqu'un, il sortait du marché d'Imfundi, qui me disait que président, dans l'histoire du Midara, j'ai mis 500 000 et je devais aller chercher, c'est pas combien de millions. J'ai regardé, j'ai dit, tu peux avoir 500 000. Il me dit, oui, j'ai mis 500 000. Alors, si ce type-là avait en face un dispositif, il sait que si mon agent financier ou autre, je lui donne mon argent, chaque semestre, il va me faire le point parce qu'il va placer cet argent-là à la bourse de doigts là. C'est ainsi qu'on modernise un pays et c'est de cette manière-là qu'on sécurise l'épargne ou les ressources que les gens ont. Alors, responsabilité individuelle, on ne saurait
la mettre de côté. Celle de ces individus-là, elle est engagée, ils vont en payer le prix. Et ce que Claude avait dit, est-ce qu'il faut que la communauté nationale aille assumer cela? Moi, je reste vraiment interrogateur, mais je dis parmi les propositions que nous devons faire, la meilleure manière ou bien la solution systémique, c'est de mettre en place des dispositifs permettant que la part ou le désir de gagner de l'argent pour les citoyens puisse être satisfait. Oui, après le travail, qu'il existe un dispositif où cet argent-là peut être recueilli et être valorisé. Voilà, Roger Kierk, comment comprendre? Il y a le livret vous avez cité tout à l'heure, il y a le livret vous avez cité leadership, vous avez cité beaucoup de structures. Comment expliquer, comment comprendre que ces structures prospèrent toujours? C'est le service public. Je vais vous surprendre en vous disant que l'animateur principal de cette affaire-là, M. Foué, sans violer le principe de sa présomption d'innocence, a déjà séjourné à Kondengui pour une affaire dont c'était un repris de justice. Deuxièmement, il se présente comme venant de l'ordre de Malte. Il se présente comme des apostoliques venant de l'ordre de Malte. Il se retrouve dans la médiation des conflits de guerre, des conflits de ceci dans les pays. C'est très compliqué cette affaire. Et d'ailleurs, ils ont brandi un document, une espèce de caution de crédit que leur aurait délivré le ministère de la Justice. Vous voyez, il y a une confusion extraordinaire et nous n'avons pas tiré les leçons de mes aventures avec Femme Cameroun qui était portée par un ministre, parce que le ministre du Travail de l'époque avait donné sa caution à cette affaire. Nous n'avons pas tiré les leçons du PIT, qui était logé quelque part à Essos, là, Leadership Academy. Et vous avez donc une société où des gens, quelqu'un peut se lever le matin, il sort sans confiance, il revient le soir à bord d'un bouillet. Vous avez des gens qui se promènent avec les têtes, des crânes humains dans des sacs. Hein? Vous avez le Mokouagné, vous avez des choses qui prospèrent dans... Je vous dis, vous allez souvent en Djamena, vous y êtes allé au moins une fois comme moi. Dès que vous arrivez au Tchad, en Djamena, vous rentrez dans un quartier, on sait qu'un étranger est arrivé. C'est ça. On ne peut pas dédouaner les autorités publiques dans un contexte où nous aussi fragile, où nous crions au complot tout le temps. Les gens s'installent et vont à de telles activités. C'est quand même 11 000 personnes qui ont été flouées. Vous avez vu la puissance de ces gens quand ils ont barricadé l'entrée de la ville de Yaoundé vers Barrière. 11 000 personnes qui se fâchent et qui décident de mettre le feu pour revendiquer leurs droits. Il faut faire attention. C'est-à-dire c'est là c'est la prévention. À l'heure où nous sommes, j'ai lu les déclarations du ministre de la Communication quelque part. J'espère qu'il n'y aura pas insurrection quelque part. Il faut payer, il faut rembourser cet argent-là. Parce que pour que le professeur me laisse un peu son affaire de qu'on ne prenne pas mon argent, il faut absolument rembourser cet argent. Je termine par une proposition. Ok, il y a eu, vous avez cité toute une panoplie d'ONG. Je souhaite que, à l'heure où nous parlons, que les pouvoirs publics se saisissent de ce dossier et commencent à enquêter derrière certaines sociétés pour qu'on n'ait plus les affaires mises dans les hautes demeures. Donc il faudrait maintenant sortir le fichier de ces sociétés, si ces ONG, et commencer à voir si celui qui était chargé d'ouvrir un bar n'a pas ouvert d'autres choses derrière pour que l'argent du procès ne serve pas à payer. 30 secondes, 30 secondes. Je voudrais vous dire que si vous regardez la mise en agenda, vous allez vous rendre compte que c'est probablement parce qu'on est en train d'aller vers l'élection présidentielle que cette affaire-là a été aujourd'hui mise en lumière, parce qu'on ne savait pas qui enrégimente qui et pour quelle finalité. Très bien. Donc de mon point de vue en tant qu'analyste politique, l'agenda n'est pas du tout une affaire neutre. Oui, elle n'est pas, il n'est pas hasardeux. Et que probablement les patrons du préfet ont dû lui dire à un moment donné que il faut qu'on voit un peu clair dans votre histoire. Merci. Et malheureusement pas que les Camerounais soient installés. On ne thésaurise pas ce genre d'argent. Merci Roger. Merci à mon ami Faustin Dikam qui aime souvent dire en ce temps de Ramadan financier. On a des cantines d'argent qui c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Collins. Et juste derrière, c'est Djambo. Et surtout, madame, monsieur, merci de rester scotché. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi quand il sera à 3h, Sa Majesté. Merci également d'être venu. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.